Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de Revolution, le pay-per-view AEW du 3 mars 2024. Bon, ça va être une longue vidéo, donc accrochez-vous, tous les timecodes sont en description si vous voulez avoir mon avis sur un match plutôt qu'un autre, que vous n'avez pas envie d'écouter une vidéo de 1 heure et plus, je ne sais pas combien de temps va durer cet enregistrement encore une fois, nous verrons bien, je verrai quand elle sera publiée combien de temps la vidéo durera, donc voilà, restez avec moi, mais si vous avez envie de switcher d'un match à l'autre, n'hésitez pas à le faire, les timecodes sont dans la description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Revolution donc. J'ai envie d'évacuer ce qui pour moi est le match le plus important du show. On va parler de ça en priorité. Je pense que c'est pour ça que la plupart d'entre vous sont là. C'est pour avoir les avis quant au dernier match de Sting. Parce que c'est là-dessus que le pay-per-view s'est vendu. C'est parce que Sting exécute en effet son ultime match à l'AEW, à Revolution. Son ultime match de catch à l'UEC. Son match de retraite. C'est extrêmement important. Sting est l'un des plus gros noms de la putain de compagnie et il mérite un match, un match grandiose. Et avant qu'on parle du match, parce que, bon, si vous êtes habitué sur cette chaîne, vous savez que je suis quand même très critique. Et oui, on va être critique sur ce match. Mais avant qu'on soit critique, on va quand même montrer tout le respect qu'on a pour Sting. On va saluer sa performance, saluer son travail, saluer sa carrière, parce que Sting est un immense catcheur, un immense nom. Et je dois quand même admettre que, pareil, si vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à vraiment tacler la AEW parce qu'ils font beaucoup de choses que je ne trouve vraiment, des choses que je trouve vraiment pas très bien pour le business. Mais je dois admettre que quand Tony Khan veut mettre over, veut respecter un catcheur, que ce soit pour un fait extrêmement important, que ce soit par exemple la mort de Brody Lee qui a eu il y a quelques années, ou ici le match de retraite d'un catcheur extrêmement important, Tony Khan va faire tout le nécessaire pour que tout soit mis en œuvre pour que le gars en question ait un match de retraite digne de ce nom. Une manière de s'enlever du business, une excellente manière de s'en aller en fait. Il va tout faire pour que les gens, que ce match de retraite soit mémorable. Et là, que ce soit la musique d'entrée, la présence des fils de Sting, la présence de Ric Flair et Ricky Steamboat the Dragon, le speech de fin, on va en parler après, mais le booking du match aussi, la performance de Sting dans ce match, il a tout mis en œuvre pour que ce match soit marquant et que ce soit un match, voilà, le match explosif de Sting, le match où Sting va pouvoir faire tous ses derniers trademarks une ultime fois et qui va une ultime fois faire soulever la foule. Bref, tout a été mis en œuvre pour ça et je respecte pour le coup Tony Khan pour ça. Sting, je pense, a passé une nuit dantesque, une nuit dans laquelle il se rappellera toute sa vie, les fans aussi, sincèrement. Le speech de fin, j'en parlerai peut-être un peu après le match. Je pense que maintenant que cela a été évacué, maintenant que je respecte Tony Khan pour ce qu'il a fait pour Sting, je respecte Tony Khan pour le respect qu'il a accordé à Sting, on va maintenant parler du match en tant que tel. Avant toute chose, avant que je sois trop critique, je vais souligner ce que le match fait de bon. Les moments qui ont rendu la foule hyper dingue, ce sont ces fameux moments où Sting a eu un moment d'explosion, des moments d'explosivité, des moments où il refaisait ses trademarks pour la dernière fois, ses Scorpion Death Drop, ses Scorpion Deathlock. Tous ces trademarks et tous ces comebacks ont soulevé la foule. Et plusieurs fois dans le match, Sting s'est relevé à un ou à kick-out de finisher, à no-sell des choses des Young Bucks. Et ça a soulevé la foule à chaque fois. Sting a pris extrêmement cher et souvent il se relevait et hurlait sans vendre les couilles et je fais mon comeback, etc. Et ça soulevait la foule. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à dire que je suis un anti no-sell. Je déteste quand les catcheurs en no-sell. J'en ai horreur. Évidemment que j'en ai horreur. Pour moi, ça tue le business et pour moi, ça ne rend pas service du tout au business. Oui, ça le tue. Mais c'est ici et c'est dans ces moments précis que le catch peut se permettre, et même je dirais même doit se permettre, de laisser aller les catcheurs et laisser kick-out à des choses qui normalement n'auraient pas kick-out. Les laisser être beaucoup plus libres. Ce sont dans ces instants précis, en l'occurrence ici la retraite d'un catcheur, que Sting peut se permettre de no-sell et peut se permettre de kick-out à 1 pour soulever la foule. Parce que, au même titre que Hogan contre Rock, ce sont des moments spéciaux. Des moments spéciaux vécus par des gens spéciaux. Sting est une star. Il a une carrière dantesque. Et le fait que les Young Bucks,
martyrise le pauvre Sting et qu'il se prend finisher après finisher et qu'il kick out à 1, et bah pour une fois, je vais le dire, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et pourquoi ça m'énerve quand la EW le fait à tout instant? C'est parce que quand Sting a kick out à 1 de plusieurs fois ou s'est relevé à kick out après de nombreux finishers, là où j'aurais dû être comme un dingue, mais vraiment j'aurais dû me jeter de mon siège, j'aurais dû faire des sauts par terre, j'aurais dû hurler, ça ne s'est pas produit. J'ai été excité, j'étais content, j'ai rigolé, évidemment, ça me faisait plaisir pour Sting. Mais je pense que, vu que la compagnie a tendance à faire ce genre de spot trop souvent lorsque c'est pas mérité avec des catcheurs qui ne méritent pas ce genre de spot, et on va en reparler dans ce show, ça arrivait à une autre reprise, malheureusement vu que la compagnie fait ça de trop nombreuses fois, je pense que ça a amoindri encore un petit peu l'impact des kick-outs de Sting qui aurait pu être encore plus dingue et encore plus mémorable. Parce que c'est une fois dans une putain de carrière que ce genre de choses doit arriver. Et c'est comme ça qu'on rend des segments marquants, véritablement marquants. Le problème c'est que là on a déjà vu ça à la EW de nombreuses fois avec des catcheurs qui ne méritaient pas ce genre de spot. Et oui, je pense que ça a amoindri un peu l'impact de ce match-là. Donc en tant que tel, je n'ai rien contre le booking de ce match en particulier. Et je ne vais pas incendier ce match en particulier parce que pour moi, pour un match de retraite, il a vraiment fait le taf. Mais je critique plutôt la manière dont l'AEW à de nombreuses reprises reproduit ce spot pendant ce match alors que ce n'était pas mérité et que du coup, ça amoindrit l'effet de ce match en particulier. C'est dommage. Mais, encore une fois, vu que c'est une des rares fois qu'ils peuvent se le permettre, ça aurait été extrêmement étrange qu'ils ne se le permettent pas. Ça aurait été débile connaissant la EW, ça aurait été quand même vachement... Les gars, vous faites exprès, là, vous le faites tout le temps, vous le faites pas dans ce match-là, sans déconner. Donc non, ils l'ont fait. Heureusement qu'ils l'ont fait pour le coup. Et je trouve cela bien pour le coup. Ok. On a évacué ce qui est bien. J'ai parlé des fils de Sting pendant l'entrée qui sont présents. Maintenant, à parler de tout le reste. Je vais essayer de pas me perdre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler. Vous savez quoi, j'ai parlé des fils de Sting dans le match. Ils sont présents, ils sont à l'entrée et je trouve ça génial parce que d'une part ils ont été présents dans la storyline, ils se sont fait casser la gueule par les Bucks, ils ont une raison de se venger. Et d'autre part, pour l'entrée de Sting, c'est un match de leur père, c'est bien qu'ils soient là, c'est respectueux, je trouve ça fantastique, c'est super pour la storyline. Mais du coup, au début du match, on a une situation où les Faces sont à 4 contre 2. Les Bucks sont à 2 contre 4, ils se font allumer forcément parce qu'ils sont en minorité. Ils sont en minorité, ils se font déglinguer la gueule par les fils de Sting et Darby Allin. Et du coup, quand je commence à regarder les matchs, parce que c'est le début du match à ce moment-là, je suis en mode, ok, bah du coup le match ça va être un passage à tabac. Pendant 20 minutes, ils vont se faire casser la gueule. Ça va être spot. Ils vont casser des sages et tout. Donc peut-être j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, l'élite en fait? Ils vont ramener Nakazawa, tout ça pour les aider. Enfin, je voyais l'intérêt du match sur un côté exhibitoire. Vous voyez, genre un côté, vas-y, on les défonce, on passe la gueule, ça va être jubilatoire. Le public on aura pour son argent, on va casser la gueule à ces petits cons que personne n'aime. J'étais en mode, ok, pourquoi pas. Mais après 5 minutes de match, après les premiers spots, après le passage à tapas des Young Bucks, ils vont commencer à se battre un peu plus dans l'arène et sur la rampe, etc. Oui, d'ailleurs, c'est un tornado match, évidemment, pas de stipulation, des objets, liberté totale, bref, je sais pas... Bref, je vais passer, on va pas ensemble la stipulation parce que au bout d'un moment, il y a trop de stipulations dans ce show, c'est pas grave. Mais au moment où ils commencent à se battre dans l'arène, sur la rampe, les fils de Sting disparaissent. Et dans ma tête, je suis en mode... pourquoi vous arrêtez d'aider votre père? Parce que si tout l'intérêt c'était de vous venger des Young Bucks, pourquoi vous arrêtez de vous venger des Young Bucks en fait? C'est quoi le délire? Alors je sais, peut-être le côté respect, le match, mon père aura son dernier match, ok, je comprends, du coup, pendant un petit moment je me dis, ok, il s'écarte pour laisser un 2 versus 2 beaucoup plus loyal. Mais après je me dis, putain, Darby il va faire un spot extrêmement dangereux où il est out, Sting il va se faire martyriser par les Young Bucks, Ric Flair et Ricky Steamboat vont se faire allumer par les Young Bucks. Au bout d'un moment, les fils de Sting devaient être en mode, bon là ça va trop loin, faut protéger notre père. Ils ne sont plus jamais réintervenus. Et encore une fois, je me dis, c'est dommage parce que je trouve ça génial que les fils de Sting soient présents, mais la manière dont ils ont été utilisés pour moi ne fait pas de sens. Et je trouve ça dommage, ça m'a un petit peu sorti du match. Ça m'a sorti du match à plusieurs instants, à vrai dire.
Et c'est vraiment dommage encore une fois parce que j'ai envie d'être investi à 100% dans ce match du début à la fin. J'ai envie de prendre mon pied sur ce match, j'ai envie de jubiler devant ce match. Et j'ai pas envie d'être sorti par des choses qui sont illogiques. Et malheureusement ça s'est produit à plusieurs reprises. Et selon moi les fils de Sting auraient dû de base ne pas être intégrés dans le match. De base on avait un 2 versus 2. Et plus tard, alors que les Young Bucks commencent à profiter, à travailler beaucoup de hits, à martyriser les vieux, à sortir Darby Allin qui sont à 2 contre 1, là, les fils de Sting peuvent intervenir. Et pourquoi pas eux aussi se faire martyriser par les Bucks. Et c'est là où Sting fait un comeback monumental, où en plus d'exploser de nocelles, il va aussi venger ses fils. Personne touche à ses fils, et boum, et c'est encore plus explosif. Je pense que les fils de Sting auraient pu être vraiment mieux utilisés, parce que là, on est sur un côté illogique et ça m'a sorti du match, ce qui est dommage. Maintenant, on va parler aussi de Darby Allin. Waouh, c'était quand même dangereux ce spot. Hein. On va parler du spot évidemment parce que Darby est connu pour faire des spots extrêmement dangereux. Ils ont installé du vrai verre, une plaque de véritable verre, Cry Me a River comme dirait Jack Perry. Ils ont installé du vrai verre sur des chaises et Darby a fait un Swanton Bomb du haut de l'échelle, non un coffin drop, je sais plus si c'est un coffin drop ou un Swanton Bomb, mais bref, il est rétamé dos le premier parce que les Bucks ont esquivé le coup et du haut de l'échelle il a fait un dive et s'est rétamé dos le premier sur la plaque en verre qui s'est brisée. Le verre s'est enfoncé sur son dos parce que le verre était sur des chaises et son dos pissait le sang, mais genre de partout, de putain de partout. Darby, t'es pas obligé de te tuer, putain. T'es pas obligé de te tuer. Je sais que c'est le dernier match de Sting, que quelque part, t'as beaucoup aidé dans ta carrière. Putain, t'es pas obligé de te tuer, bordel de merde. C'est quand même vraiment intense. Et là, il l'a dit à la fin, dans la promo fin, il va aller à l'hôpital. Bah oui, parce que le mec est blessé de partout. Il avait un strap, on lui a mis un strap sur le dos pour qu'il puisse continuer le match et tout, parce que le mec, il était ravagé complet. Enfin, c'est... Je sais pas quoi en penser, parce qu'encore une fois, le même argument serait... Oui, mais ce genre de spot doit être... s'il y a ce spot à faire, il faut qu'il soit fait maintenant, à ce match-là, parce que c'est le match de Sting, et qu'il faut sortir le gros jeu, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, putain, Darby fait tellement des trucs de dingue tout le temps, que là je me suis dit, putain, il va aller encore plus loin, un jour il va se tuer ce mec, je respecte tout l'amour et tout le respect qu'il porte pour Sting. Faut qu'il fasse gaffe à sa carrière encore une fois. Je sais pas trop quoi en penser, parce qu'encore une fois, je l'admire d'avoir fait ça pour Sting, pour son dernier match, pour élever son dernier match. En même temps, je me dis, putain, Darby, bordel, fais gaffe à toi, putain. Mais bref. Darby, après ce spot, va être out pendant une grosse partie du match. Et maintenant, on va parler des Young Bucks. Vous savez quoi ? Ils ont fait... Je suis toujours dégoûté que les Bucks soient ceux qui ont été choisis par Sting pour son dernier match. Ces personnages, je les trouve toujours aussi risibles, pathétiques, je les trouve toujours... En fait, je n'ai pas peur d'eux, et quand Sting se faisait malmener, j'avais pas peur pour Sting, à vrai dire. Ils sont pas dangereux, ils font plutôt pitié. Et par contre, là où ils servent, c'est au tout début du match, alors quand ils se font martyriser à 4 contre 2, c'est extrêmement drôle et jubilatoire. Ils sont très très bons du coup avec leur nouveau personnage, dans un côté souffre-douleur. Mais dès que le match changeait de dynamique, dès que le match avait une dynamique où les Young Bucks étaient dangereux pour Sting, où ils étaient à 2 contre 1, là j'y croyais plus vraiment. Et heureusement qu'il y avait le kick-out à 1 de Sting pour me faire soulever, parce que du coup ça me faisait marrer, j'avais vraiment envie d'encourager Sting. Mais je n'avais pas peur des Bucks. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le petit problème, c'est qu'ils ne me créent aucune crainte. Et plutôt, je ne les respecte absolument pas. Je leur crache dessus, vous commencez à me connaître à force de regarder cette chaîne. Vous savez ce que je pense des Bucks. En soi, leur performance dans ce match, elle est comme d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'ont rien fait de grandiose. Ils ont fait un travail de hit. Ils sont méprisables. Enfin, leur performance dans le match en soi, elle n'a rien de désagréable, c'est juste que de base, ils n'auraient pas dû être le dernier adversaire de Sting. Ils n'auraient pas dû être le dernier adversaire de Sting, on aurait dû avoir une autre équipe, un match plus simple, plus simple avec des équipes over, ou un 1 versus 1 avec quelqu'un qui est over aussi. Un passage de flambeau, j'en sais rien, mais là on est allé sur un match des Bucks à la Bucks, un foutoir, un bordel, un tornado tag avec des spots de partout, des objets, tout ce que vous voulez, des matchs dangereux. Et je sais pas si un match dangereux c'était vraiment ce qu'il fallait pour le dernier match de Sting. Mais bon, c'est ce qu'on a eu. Et je vais pas me plaindre parce que il y a eu des moments quand même assez mémorables.
en particulier grâce à Sting, on va pas se mentir. C'est Sting qui a rendu ce match mémorable. Mais voilà, j'en ai suffisamment dit sur cette chaîne par rapport à ce que je pensais des Bucks. N'avançons pas plus loin. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais cessons d'être critiques maintenant. Sting a fait son dernier match et on peut juste le remercier pour sa carrière. Au final, il va remporter le bordel, évidemment. Il va faire un ultime Scorpion Death Drop alors que Darby venait de faire un Coffin Drop sur lui, puis ensuite un Scorpion Deathlock pour la victoire après que Darby soit occupé de Nick Jackson. Matt, en effet, va taper, va abandonner ce qui était le parfait résultat. C'est exactement ce qu'il fallait faire avec des personnages aussi méprisables et détestables et puérils. Il fallait qu'ils abandonnent et c'est ce qui s'est passé. Donc, en résultat, le booking du match, grosso merdo, en général, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon et à quelques rares exceptions, le match était bien. Et encore une fois, le fait que ce soit le dernier match de Sting, c'est ce qui a fait que ce match était beaucoup plus hype que ce qu'il aurait dû être de base. Sting fait un speech final qui est très touchant. Beaucoup de fans sont en larmes et je peux comprendre parce que c'est, encore une fois, c'est hyper émouvant de voir Sting faire câliner ses fils, respecter Darby, échanger de derniers mots avec lui. Échanger de derniers mots avec Tony Khan qui m'a fait hurler de rire quand il arrivait avec ses gros yeux, il était aussi très ému. Il a fait une promo où Tony Khan a fait « Grâce à Sting, c'est le plus gros pay-per-view de l'histoire du catch !» Dans ma tête j'étais en mode « N'abuse pas Tony, n'abuse pas le plus gros pay-per-view de l'histoire du catch Tony ! Arrête Tony, c'est pas vrai, tu le sais que c'est pas vrai. » C'était pas mal, c'est pas du tout le plus gros pay-per-view de l'histoire du catch. Mais c'est quand même un moment quand même très émouvant tout ce qui se passe et malheureusement ils ont un peu foiré parce qu'on n'a pas eu tout le discours de Sting à la télé. Malheureusement la télé s'est coupée avant la fin du discours, du coup le discours de Sting de ce qui est passé à la télé en soi il est pas hyper il se passe pas non plus tant de choses que ça. Ce qui se passe sur YouTube il se passe quand même beaucoup plus de choses, il y a quand même beaucoup plus d'instants, donc c'est dommage que tout n'ait pas pu être capté à la télé. Mais bref, hormis ça, voilà, c'était un bon main event qui marquera les gens, qui va les faire rentrer chez eux touchés, très enjaillés. Voilà, c'est un match qui aura fait le taf. Et encore une fois, merci Sting, merci pour tout, merci pour ta carrière. Et je pense que ton absence va manquer à la WWE, parce que l'avenir de la WWE, on va en reparler, mais j'ai quand même de grosses craintes quant à l'avenir de cette compagnie. Maintenant que cela est évacué, parlons du reste du show, dans un ordre chronologique. On a d'abord le titre TNT, Christian Cage face à Daniel Garcia. Un peu de contexte pour ce match, je trouve que l'absence de Edge en ce pay-per-view, je ne comprends pas l'absence de Edge en ce pay-per-view. Et beaucoup de gens me disent, mais oui, mais c'est pour mettre Daniel Garcia over, etc., etc. Et encore une fois, le fait qu'on ait Christian, qu'on ait Garcia, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Edge est absent du pay-per-view. Il n'est pas de programme, alors que c'est Edge, c'est un des plus gros de la compagnie. Donc, pour moi, c'est là le problème. C'est pas que Daniel Garcia ait un match, c'est que Edge soit absent. C'est ça le souci. Mais bref, Edge est absent, mais à la place, on a donc Christian Cage contre Daniel Garcia pour le titre TNT. Daniel Garcia est de plus en plus over auprès des fans de l'AEW, ce qui pour moi n'est pas forcément quelque chose de bien, parce que Daniel Garcia, j'ai peu de conviction envers lui, j'ai peu d'espoir quant à sa réussite pour s'élever en tant que top talent, que top babyface, et ce dont la compagnie a besoin, de construire des babyface forts. Daniel Garcia, pour moi, restera toute sa vie un lower mid-carder, parce que malheureusement, c'est pas le fait qu'il catche mal, c'est juste le physique. C'est uniquement le physique. Quand je vois Daniel Garcia, je vois un jobber. Soyons honnêtes. Si ce mec se présente à la WWE à l'heure actuelle, et qu'on lui signe tout son talent, etc., etc., Triple H, il va regarder, il va faire « Oui, ce soir, tu vas jobber face à G-Normal ». Parce que physiquement, le mec n'est pas impressionnant. Et t'as pas envie de croire que ce mec peut poser problème à n'importe qui dans le roster. Il est très chétif. Et c'est ça le souci de Daniel Garcia, c'est pas son catch. Il catche bien, et ce match, c'était un bon match. On va en parler de ce match. C'était un bon match de catch. Le problème, c'est son physique, c'est son aura. Il dégage rien. Il dégage pas de menace, il dégage pas de... J'ai pas envie de l'applaudir, j'ai pas envie de l'encourager. Il est pas comme Sami Zayn où genre, il a une petite tête que j'ai envie de câliner, vous voyez ce que je veux dire. Il dégage rien ce mec. Il est bof. En termes d'aura, il est bof. Mais, catchesquement, oui, il est bon. Bien sûr qu'il est bon, il est pas mauvais.
C'est pas le problème de la AEW, ils ont beaucoup de catcheurs qui sont pas mauvais, qui sont bons sur le ring. Le problème, c'est qu'il manque de stars, qu'il manque de gens over. Et ça, c'est le charisme avant tout. Et Daniel Garcia n'a pas de charisme. Donc, cela étant dit, ce match, du coup, à cause de ça, je n'ai pas de babyface que j'ai véritablement envie d'encourager, mais j'adore Christian. Je trouve que Christian est un très très bon heel, un mec a beaucoup d'expérience, et leur match de catch va être très bon. C'est un match de catch tout à fait classique. Et un match classique à la AEW, c'est ce qui manque. Et quand j'en vois un, je suis content. En effet, on a un heel qui travaille de la hit et un babyface qui se démène pour avoir des comebacks, pour galvaniser la foule, etc. etc. Du selling de Garcia, de la hit de Christian. Christian, au moment, va essayer de gagner par cantat à l'extérieur et va à plusieurs reprises dégager des Garcia par-dessus la troisième corde, va à plusieurs reprises l'enlever, des Garcia va se faire jeter à chaque fois par-dessus la troisième corde, va retomber au sol, essayer de remonter, se refaire dégager, essayer de remonter et se refaire dégager. C'est assez drôle ce qui se passe, c'est assez marrant. Mais c'est cool, c'est un genre de spot qu'on voit rarement dans les matchs de catch, et le fait que ça arrive, c'était assez original. Et Garcia va finir par faire un comeback, et je parle souvent de la danse de Garcia que je trouve ridicule, qu'il a utilisé à des moments qui sont atroces dans sa carrière à la AEW. Je me rappelle notamment de ces moments où il a utilisé sa danse alors que je crois qu'il se faisait taper dessus par quelqu'un, il se faisait taper dessus. Et les Garcia en réponse, il commençait à danser et faire les coups de beat. Il se faisait taper dessus et il refaisait les coups de beat. Et j'étais en mode, mais c'est quoi cette merde de catch indie? Mais là, dans ce match, j'ai vu la seule utilisation que Daniel Garcia peut faire de son coup de beat qui peut le rendre over. S'il tient tant à faire sa danse avec des coups de beat, la danse c'est à Tobey Maguire en Spider-Man 3, hein, vous connaissez. S'il tient tant à la faire, c'est exactement dans les moments qu'il a fait dans ce match-là. C'est-à-dire un moment où Daniel Garcia est sur la troisième corde, Christian Cage est adossé au coin, donc il a la bite de Daniel Garcia sous les yeux, et Garcia, alors qu'il domine après une série de coups de poing, Christian est sonné, et là il fait le coup de beat. Et là c'est provocateur, parce que Garcia a l'avantage, parce qu'il littéralement il fait des coups de beat sur le visage de son adversaire, et là c'est intéressant. Je dis pas que c'est grandiose, que c'est un truc que j'ai envie de voir tout le temps, mais si Garcia veut utiliser ce coup de beat, c'est le seul moment où il peut l'utiliser pour que ça le rende over. Le seul putain de moment. Donc maintenant j'espère qu'il arrêtera ses conneries avec sa danse dans des matchs où ça n'a aucun intérêt. C'est uniquement à ce moment-là, quand il a l'avantage sur la troisième corde avec son adversaire à merci, qu'il peut faire le coup de beat. Voilà. Donc Garcia, ton coup de beat a bien été utilisé. De quoi je parle? Qu'est-ce que je fais de ma vie, putain? Au final, malgré tout, c'est quand même les heels qui vont remporter le match. Christian va le remporter avec une strat à la Bloodline. Hein. On a Nick Wayne, la mère de Nick Wayne, le Dino qui sont présents et ils vont évidemment mettre des bâtons dans les roues de Daniel Garcia qui va se faire avoir. Et au final, kill switch pour la victoire. C'est le bon résultat. Évidemment, Christian doit rester champion. C'était la bonne durée de match. C'était le bon booking de match. C'était un bon match. C'est dommage que Garcia n'ait pas de charisme, selon moi. C'est vraiment dommage que j'ai pas envie de m'investir en lui parce que c'était un match qui était bien booké. Et ça me fait du bien de dire que des matchs à la AEW sont bien bookés, sur lesquels je n'ai absolument rien à dire. Bon opener, absolument rien à dire. Et la suite, c'est Eddie Kingston contre Bryan Danielson. Pour rappeler vite fait le contexte, je suis outré que ce titre continental soit défendu. Pour moi, ce n'est pas un titre officiel et pourtant maintenant ça le devient. Donc on a encore un titre secondaire à la AEW qui ne devrait pas être défendu, mais qui l'est. J'aime beaucoup Bryan Danielson, c'est un des grands catcheurs, mais il est très très mal utilisé à l'AEW parce qu'il est enterré dans une faction qui ne sert à rien et qui enterre Danielson. Eddie Kingston, malgré une bonne promo, je trouve que c'est un catcheur qui, pareil, a un physique véritablement ingrat, qui ne prend pas bien soin de lui et qui se permet de no-sell alors qu'il ne peut pas no-sell vu son physique et sa shape. Bref, une bonne promo, mais un mauvais catcheur dans le ring. Voilà, c'est mon contexte pour ce match. J'ai donc pas vraiment envie de voir ce match parce que, encore une fois, j'ai un heel que je trouve très talentueux et un face que je n'ai pas envie d'encourager. Pour X ou Y raison. Donc, je me lance dans ce match en mode, je vais encore avoir un match compétitif dans lequel je ne vais pas être investi, malheureusement. Et effectivement, ce match a des qualités et des défauts. C'est pas un match fou, c'est un match bof. Pourquoi c'est un match botch? Un match bof. Parce que, déjà les qualités, c'est que j'ai beaucoup aimé toute la partie concernant Bryan Danielson. Tout ce qui concerne Bryan Danielson, j'ai beaucoup aimé. Bryan Danielson, sa stratégie, c'était de pulvériser la main droite d'Eddie Kingston. Et il va tout faire pour s'en tenir à cette stratégie.
toutes ces offenses, toutes ces soumissions vont être sur la main droite de Eddie Kingston pour la pulvériser et pour anéantir son finisher, son coup de poing retourné. Donc il va le priver de son finish, il va le torturer, il va faire un beau travail de hit. Bryan, il a fait un super boulot là-dessus. Et c'est lui qui fait que ce match est sympathique. Eddie va sell une bonne partie du combat. Toute la première partie du combat, Eddie va faire un bon travail de sell. Il va respecter Bryan Danielson et il va sell la main correctement. Il va sell toutes les choses. C'est très bien pour Eddie. Mais ensuite, alors qu'on arrive à la deuxième partie du match où le babyface fait son comeback, on arrive à la partie Eddie Kingston. Et c'est là où le bas blesse. C'est encore une fois là où le bas blesse. Des chops dans le coin, toujours aussi naze. Même des chops debout qui sont pas dans le coin, qui sont pas terribles. Eddie a du feu en lui, je sens du feu. Je sens une envie de faire des comebacks à la Cody Rhodes dans le faciès. Mais une fois qu'il se met à faire les coups, on perd toute l'intensité du comeback. Ce qui est dommage. Et je pense que c'est dû à son physique ingrat. Je pense qu'à cause de son physique, à cause de son cardio, il a du mal à avoir l'intensité dans le ring. Alors que son visage en termes de faciès, il est super, Eddie, encore une fois. Donc son physique ingrat qui gâche un peu le match, encore une fois, c'est dommage, mais c'est le cas. Quand je vois ce mec, je vois un livreur de pizza sur le ring, je vois pas un catcheur, vous voyez ce que je veux dire, et j'ai pas envie d'encourager ce mec. Et je crois pas au fait que Bryan Danielson, quand je vois Bryan Danielson, j'ai du mal à croire qu'il ait du mal à affronter Eddie Kingston. Et quand on arrive à la fin du match, alors que Eddie scellait correctement tout ce qu'il prenait dans la gueule, il scellait et respectait les offenses de Bryan Danielson, à la fin du match, du no-selling. C'est reparti, du no-selling à la fin du match, au pire moment, il se prend je sais pas combien de coups, il est en mode allez vas-y frappe, il en a rien à foutre, il est en mode vas-y frappe, j'en ai rien à foutre, j'en sens rien, allez frappe enculé, c'est du no-selling et je déteste ce putain de côté là, alors que Eddie Kingston encore une fois ne peut pas se permettre au vu de son physique et de sa shape de faire ce genre de choses. Ce n'est pas Gunther, ce n'est pas Brock Lesnar. Il peut pas regarder son adversaire dans les yeux et lui dire j'en ai rien à foutre de ce que tu fais, je no-sell, vas-y frappe-moi, qu'est-ce que t'attends, j'ai rien senti. Il ne peut pas se permettre au vu de sa shape, ça ne fait pas de sens, ça ne marche pas. Et au final, Kingston va remporter le combat. Alors qu'il fait tout ce qu'il fallait pas faire, alors que Danielson a eu une stratégie d'enfer, que ça a été un meilleur catcheur, Eddie va quand même remporter le combat. Il se fait... Dans le kayfabe, en fait, son côté vas-y, frappe-moi, ça devrait être puni. En fait, ce côté frappe-moi, c'est vraiment le dernier recours du babyface qui va être en mode qui sait qu'il a perdu et qui va regarder son adversaire droit dans les yeux alors qu'il est à genoux, veut dire c'est tout ce que t'as, allez, vas-y, frappe-moi. L'adversaire va le frapper une ultime fois, ultime finisher pour la victoire. Ça se passe beaucoup à la WWE, ce genre de choses. Et c'est normal, c'est ce qui fait sens. Mais jamais on devrait se faire punir quand un babyface fait allez frappe-moi et qu'il se prend le coup dans la gueule. Ça devrait se faire punir dans le kayfabe, il devrait perdre le match. Et là, bah non, là ce n'est pas punitif. Là Kingston prend extrêmement cher et finit par remporter le match avec un finisher de nulle part. Je sais même plus comment ça s'est terminé. Bref, mauvais résultat. Danielson devrait remporter le match. Je ne vois pas pourquoi on met Kingston over alors qu'actuellement il est dans la pire shape de sa carrière et qu'il fait même pas des promos dantesques. Kingston, on le met en avant que pour ses matchs à l'heure actuelle, c'est là où il est le moins bon et on continue à le féliciter pour ça. Non, je suis désolé, il devrait être enterré à l'heure actuelle. Soit on l'utilise en tant que commentateur, en tant que manager, j'en sais rien, mais on arrête les frais. Ou alors il fait un travail sérieux sur sa shape, il se reconditionne, il prend du temps off et il va à la salle, il fait du cardio, il se met en shape, putain, parce que là c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, on a eu un 8-man match. Évidemment, j'ai skippé parce que c'est quand même un show où il y a beaucoup de matchs et il faut que je prenne des temps off. C'est pas contre le match. Enfin, si, c'est un peu contre le match parce qu'encore une fois, un 8-man match où c'est même pas une battle royale. Hein. Il faut faire un pin. Il faut réussir à faire un tombé dans un 8-man match. Il y a 8 personnes qui peuvent casser le tombé à tout instant. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que ça fout en pay-per-view cette merde? Ça n'a aucun putain d'intérêt. Vu qu'il y a 8 personnes, c'est le sbull dans le ring. Vu qu'il y a 8 personnes, pour que ce soit un peu lisible, les gars vont oversell comme pas possible pour des offenses simples. Je pense notamment au tout début du match où les 4 gros monsieur vont faire des petites offenses aux 4 petits monsieur qui vont se mettre à l'extérieur du ring. Et ils vont rester à l'extérieur du ring pendant 5 minutes. Ils vont oversell pendant 5 minutes des toutes petites offenses. Parce que c'est comme ça, ils n'ont pas le choix, ce serait le sbull total, ils n'ont pas le choix de faire ça, mais du coup ça n'a aucun intérêt, c'est stupide, bref. Au final, Wardlow l'emporte. Ok, cool pour lui. Il affrontera Samoa Joe. Oui, je spoil. Voilà. Wardlow. Oui, bah Wardlow. Allons-y. Wardlow.
Et ensuite, on a Orange Cassidy contre Roderick Strong. Et si vous m'aviez dit que je dirais que un match de Cassidy serait un des meilleurs matchs de la soirée, je vous aurais pas cru, les gars. Oui, les gars, Orange Cassidy contre Roderick Strong est un des meilleurs matchs du pay-per-view. Parce que je m'attendais pas à ce booking-là. Et c'est exactement le booking que j'aurais fait en fait. C'est parce que c'est exactement le booking que j'aurais fait que je m'y attendais pas. J'ai tellement été habitué à être déçu par la AEW et le côté overpush de Cassidy, le côté mascotte, le mec increvable avec le règne interminable, que même mon booking, je savais qu'il aurait pas lieu, je savais qu'il serait pas présent mon booking. En soi, c'était un match extrêmement technique. Très 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 technique. Et Roderick Strong est venu affronter Cassidy avec une stratégie en tête. Une stratégie extrêmement bien établie par le heel qui va payer à la fin. La stratégie, c'était que Roderick Strong, qui avait affaire à un Cassidy qui était blessé au niveau du dos, a sorti toutes les offenses du monde, un maximum de backbreakers, de casseurs, de cassage de dos, la prise ultime contre le dos. Il a sorti tous les backbreakers du monde pour affaiblir Cassidy au point où il ne pourrait plus être suffisamment fort pour continuer le match, pour remporter le match. Au final, c'était un match technique où Strong a contré un paquet de fois sur du backbreaker, avec une stratégie en tête. En soit dans le kayfabe, le meilleur catcheur l'a remporté. Dans le kayfabe, le meilleur catcheur l'a emporté. La stratégie du meilleur catcheur a payé. C'était une victoire archi clean. Le United Kingdom n'est pas intervenu. Et j'étais ravi de voir Strong torturer Cassidy et remporter son titre, avec lequel Strong pourra avoir de meilleurs matchs, de meilleures rivalités, un titre qui pourra plus facilement élever que la mascotte Cassidy. Parce que, encore une fois, c'est Daniel Garcia, c'est pas un fait que j'avais envie d'encourager. Kingston, c'est pas un fait que j'avais envie d'encourager. Et Cassidy, c'est pas non plus un fait que j'avais envie d'encourager par rapport à tout le mal que je pense de Cassidy. Cette compagnie a vraiment besoin de face. Et c'est un point crucial pour un futur match. Cette Cassidy a besoin de top face, selon moi, qui connaissent bien le business et qui savent faire. Mais je vais être honnête, je vois qu'Orange Cassidy essaye. Je vois qu'il essaye. Je vois qu'il essaie de faire les choses au mieux. Je le vois faire. Et je respecte le fait que Cassidy essaye de faire les choses bien. Mais il a tellement à apprendre, putain. Il a encore tellement à apprendre. En fait, le problème que j'ai avec Cassidy, c'est que je trouve ça déjà bien qu'il y ait eu toute cette évolution chez lui, le fait qu'il abandonne ce côté comédie, ce côté main dans les poches, etc. etc. Il veut essayer de faire du vrai catch. Je le sens, je le vois. Mais du coup, il est mis sur un piédestal, il est en position en tant que champion, il est là toutes les semaines, il a des matchs de 30 minutes toutes les putains de semaines, alors qu'il n'est pas prêt en tant que catcheur d'assumer cette position, selon moi. De 1 face a beaucoup plus de chances d'être over, d'être véritablement over, si le face a une promo. Un face qui sait faire une promo, pour moi, c'est quasiment primordial, c'est extrêmement important. Il y a très très peu de face qui peuvent se permettre de ne pas faire de promo, être mis over. Over dans le bon sens du terme, pas over parce que ce sont une blague, parce que le public est acquis de base. Cassidy déjà enlève ça de son équation. Cassidy doit donc être exceptionnel sur le ring pour pouvoir se permettre de ne pas avoir de promo et être over avec la foule. Et dans le ring, je vois qu'il essaye, mais son selling est pas encore extrêmement parfait. Il a un bon selling corporel qui pourrait être amélioré. Par exemple, je pense que là où on a un match où Cassidy va vraiment vendre son dos, et il le fait, je le vois vendre son dos, mais je pense que s'il voulait encore mieux le faire, parce que le dos c'est quand même la partie du corps qui peut vraiment te paralyser, je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà été paralysé du dos à un moment, et quand tu le vends, c'est pas drôle, t'es vraiment paralysé, tu ne peux pas bouger, qu'on soit bien d'accord. Alors que quand t'as un bras cassé, une jambe cassée, il y a toujours le côté boité, le bras pendouille, le côté tu tiens l'épaule, tu peux toujours catcher, et vendre un bras et une jambe, c'est pas pareil que vendre un dos. Un dos, ça te paralyse, ça te terrorise de douleur. Et Cassidy, je pense qu'il devrait vraiment s'inspirer d'Orton pour l'avenir, parce que Orton est un des meilleurs sellers du business. Orton est un excellent seller, et quand tu vois Orton sell son dos, tu apprends tellement sur la manière de sell le dos. Orton, quand il sell son dos, je le crois comme pas possible. Il est tout le temps paralysé. Tu sens que le mec a déjà été paralysé du dos dans la vraie vie. Tu sens qu'il a déjà été paralysé du dos dans la vraie vie parce que la manière dont il sell son dos à chaque fois, c'est exceptionnel. Donc Cassidy, je le vois essayer, mais s'il veut progresser maintenant, qu'il s'inspire d'Orton quant au selling du dos.
parce que c'est le meilleur seller de dos au monde, Orton. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, Cassidy aussi, ce qui doit progresser, c'est le langage facial. Parce que j'ai dit qu'il a un bon selling corporel, du moins il a une marge de manœuvre, mais il y a une bonne base. Maintenant, il doit énormément progresser sur le selling facial, parce que niveau du faciès, je suis désolé, mais il n'est pas bon, Cassidy. Il n'est pas bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce qui est facial, il n'est pas bon. Quand il se prend une soumission, je ne sens pas la douleur extrême. Quand il est en panique, je vois pas vraiment des yeux de panique. Quand il fait des comebacks, je vois pas le feu en ses yeux non plus. Il a vraiment un manque de langage facial selon moi. Et dernière chose, il doit progresser sur le rythme du comeback. Parce que là, tous les comebacks que Cassidy va faire sur Strong, ils sont beaucoup trop gratuits et beaucoup trop rapides. Strong travaille de la hit, backbreaker, backbreaker, backbreaker. Cassidy il scelle. Et là d'un coup, hop, il se relève et Superman Punch. Bam, de nulle part. Et non, c'est pas un bon comeback ça c'est trop gratuit. Un bon comeback, tu t'inspires des meilleurs comebackers du business, des meilleurs babyface underdog du business. On parlait de Cody Rhodes, de Sami Zayn. Eux, quand ils font un comeback, ils le build. Regardez Cody Rhodes, comment il fait. Quand il se relève doucement, il gavise la foule, il hurle. Et là, il place une offense. On build un comeback, on fait pas un comeback gratuit. Ça n'a pas intérêt un comeback gratuit, c'est pas comme ça qu'on se met over en tant que babyface. Mais encore une fois, je n'incendie pas Orange Cassidy. Je le vois essayer et ce match était bon. C'était un bon match. Et je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour qu'il soit encore meilleur et qu'à l'avenir, Cassidy soit littéralement, véritablement, un bon babyface. C'est possible. Il faut juste qu'il travaille sa promo, son langage facial et qu'il l'améliore encore plus et aussi son selling d'un point de vue rythmique. Et ensuite, qui rebosse tout ça et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Bon. Voilà ce qui était pour Cassidy. Strong a fait un très bon match de catch. J'ai beaucoup aimé la performance de Strong. Il a remporté le combat, c'est super. À la fin du match, on a Kyle O'Reilly qui va revenir. Kyle O'Reilly fait ses retours. Il va faire un câlin au heel qui vient de torturer le babyface. Et tout le monde fait ouais. J'étais en mode putain, le public de la AEW c'est compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué. Mais Kyle O'Reilly revient. Il fait un câlin à Roderick Strong, c'est son ami, mais par contre, il refuse de rejoindre la faction de Strong, et Strong est un peu en mode « Ah ouais, tu refuses, d'accord, on a peut-être une rivalité en approche, et je suis content parce que Kyle O'Reilly est un excellent catcheur, un catcheur exceptionnel, et justice que comme Strong, hein, les deux sont vraiment, vraiment très très bons, et c'est sur ce genre de personnes qu'il faut miser à la base. Encore une fois, c'est pour ça aussi que dans la AEW, j'ai beaucoup de mal sur beaucoup de décisions, c'est parce que je vois le roster sur lequel il faut miser. Je les voyais les Takeshita, je les voyais les Stark, je les voyais les Strong, les Kyle O'Reilly, je les voyais tous ces catcheurs. Et le fait de les voir ne pas être mis en avant par rapport à d'autres, je me dis mais pourquoi? Pourquoi tout est là? Ils sont tous sous tes yeux. Putain, et Mark Briscoe aussi. Pourquoi Mark Briscoe en 2024 n'est pas à l'affiche de chaque putain de pay-per-view? Encore une fois, on est en manque crucial de face-over. Briscoe, c'est un face qu'il faut... Il n'est pas encore over, mais il faut le construire parce que tout est là chez Briscoe. Il est unique, il a une putain de gueule, il catche bien, il a une promo. Briscoe, il a le full package et ça peut devenir un putain de main eventer, c'est pas une blague. Mais ils l'utilisent pas alors qu'ils ont besoin de face fort. Bref. C'était un bon match de catch. Et je suis ravi de dire que Cassidy a fait partie d'un des meilleurs matchs d'un pay-per-view. Waouh. Bravo à lui, je n'attendais pas. Match suivant. FTR contre le BCC. Alors, match tag team. J'adore FTR. Je déteste le BCC pour plein de raisons, en particulier Jon Moxley. Et ce match était... En soi, il y a 3 gros soucis dans ce match. Il y a 3 gros soucis. Je vais les énumérer du moins pire au pire. Le moins pire. Premier souci, FTR n'est plus aussi over qu'avant. FTR était une équipe de face adorée par la foule, et maintenant, à force de choper des défaites, de plus être pris en compte dans des rivalités importantes, de perdre les titres par équipe, ils ont perdu de la hype, ils ont perdu beaucoup de hype alors que c'est la meilleure équipe au monde. La meilleure équipe du roster, de l'AEW, de la compagnie, et ils ne sont plus hyper hype auprès de la foule, et c'est un problème, c'est le premier problème. Encore une fois, des faces qu'on a du mal à encourager, qu'on va finir par encourager évidemment, mais qu'on a du mal de prime abord à encourager. Deuxième problème,
Si FTR ne se fait pas encourager, c'est aussi parce qu'en face, les heels ne se font pas huer. Le BCC pourrait être de très bons heels. Ils pourraient. Sur le ring, ils se battent comme des heels. Sur le ring, ils font un travail de heel. Ils disent de l'irrespect, de la triche, etc., etc. On se bat comme des heels. Mais ce serait super ça si au préalable tu faisais pas une entrée sur Wild Thing et tu faisais chanter toute la foule et que tu galvanisais la foule comme ça, comme une entrée de gros babyface. Putain, pourquoi ce jour, en 2024, le BCC, qui sont des heels depuis extrêmement longtemps, ne font pas une entrée avec une musique qui n'est pas hypante, une musique de heel basique. Par exemple, vous savez quoi, prenez par exemple la musique des Young Bucks ou de Don Callis par exemple, ou de Takeshita, une musique classique de heel, et ils rentrent par la rampe et ils ne calculent pas la foule, et terminé. Les mecs, ils ont 10 fois plus de hits s'ils font ça. Terminé. Et en ayant plus de hits, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont se faire huer. Huer en faisant quoi? En martyrisant les faces. Et du coup, la foule, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va encourager les faces. C'est hyper simple, le catch. C'est hyper simple. Et ils se foutent des bâtons dans les roues tout seuls. Du coup, ce qui se passe, c'est que vu que la foule ne hue pas les heels et n'acclame pas les faces qui sont en perte de hype, on a un début de match où la foule est totalement morte. Totalement morte. Alors qu'on a FTR sur le ring, Jon Moxley, Claudio, des talents qui sont très connus. Il suffit de changer ce détail et boum, la magie opère. Sincèrement, c'est... Virez-moi cette entrée de merde du BCC. Virez-moi ce Wild Thing, virez-moi ça. Mais je sais qu'ils le vireront jamais parce que Jon Moxley, c'est ce qu'il aime. Il adore Wild Thing, il est trop badass quand il fait son entrée comme ça. Mais putain, tout serait résolu avec ça. Et enfin, le troisième problème et le pire problème du match, le non-respect des règles trop putain de souvent. Trop de putain de fois, les heels comme les faces, ils vont faire des moves en équipe sans faire le tag sous le nez de l'arbitre. Bon, y a pas de problème, hein, ça. C'est un match tag classique. Pourquoi il y a des matchs tag classiques? Pour que les règles soient respectées. Il y a un arbitre pour ça à la base. Et les mecs, ils s'amusent à se taper à 2 contre 2. L'arbitre ne fait absolument rien pour se faire respecter. Tout le monde fait ce qu'il veut dans le ring. C'est le bordel. Et il y a trop de triche. Et quand tu vois trop de triche comme ça, trop de trucs comme ça, des faces comme des heels, bah t'as envie d'être en mode, c'est quoi l'intérêt de l'arbitre en fait? C'est quoi l'intérêt du catch? C'est quoi l'intérêt des règles dans ce cas-là? Et ça sort du match. Ça sort du match. Donc je répète, des heels qui ne sont pas des heels, des faces qui ont perdu de la hype, et d'un match où les règles ne sont pas respectées. Bah oui, la foule elle est morte. Tu m'étonnes que la foule elle soit morte. On n'a pas envie de s'investir là-dedans. C'est chiant. Et c'est dommage parce que le match pourrait être super bon encore une fois. Le match pourrait être vraiment putain de bon. FTR ils sont trop forts. J'adore Claudio. Le meilleur spot du match d'ailleurs, c'est quand Claudio est sur les épaules d'un des membres de FTR, que Cash, oui c'est ça, Cash va lui sauter dessus, et Claudio va réussir à contrer ça en faisant un power slam, alors qu'il est sur les épaules de Dax, il va faire un power slam de Cash qui lui sautait dessus. Ce spot, il est incroyable. On a Dax aussi qui va saigner pendant le match, il va se prendre un coup de poteau, il va se blader, il va avoir du sang qui va couler et tout. Enfin, beaucoup de choses sont faites pour que le match soit super cool. Et je suis sûr qu'ils sur le papier, c'était sûr que c'est super cool, mais encore une fois, ces 3 détails qui ne sont pas des détails, c'est des détails importants, ce sont des choses importantes, vont complètement anéantir ce match. Et surtout la fin, putain, les mauvaises personnes l'emportent, putain de merde. On a besoin de face fort. FTR est la meilleure équipe du bordel, et ils perdent face au BCC. C'est le mauvais résultat. Bryan aurait dû gagner face à Kingston, et FTR aurait dû gagner face à Moxley et Claudio, putain. Là, ils ont fait tout l'inverse. Les mauvaises personnes sont mis over. On félicite un livreur de pizza et on félicite un mec qui nous sale tout le temps et on enterre la meilleure équipe du putain de business. Bah bravo, hein, c'est très constructif ça. Ils ont besoin d'équipes, putain. Ils ont besoin de bonnes équipes à la EW. D'équipes fortes. Encore une fois, des faces forts. Ils ont besoin de ça. Rendez-les forts, putain. Là, le face qui a été mis over, c'est le pire face du lot, c'est Kingston. C'est le pire face de tous les faces du début du show. Ils ont mis over Kingston, qui est le pire qu'il fallait mettre over, putain. Ils font pas les choses bien, bordel. Et encore une fois, c'est dommage parce que la qualité de match, elle est bonne. Mais il y a un problème de booking, de production générale qui fait qu'on enterre absolument tout, putain. La suite. Toni Storm contre Purrazzo. Le match féminin, je vous l'avoue, désolé, mais j'ai skippé aussi ce match-là.
parce que je savais qu'on allait avoir encore 3 matchs de catch, et des matchs qui m'intéressent en plus, et j'avais pas envie d'amoindrir la hype que j'allais avoir pour ces matchs. J'ai pas envie de passer par ce match qui me cassait les couilles. J'ai vu 5 minutes du match et je me faisais chier comme un rat mort, la foule était morte, et j'avais pas envie d'être dans un état de fatigue et déjà saoulé alors que j'ai commencé après le match contre Takeshita et Ospreay. J'avais envie d'être dans de bonnes conditions, donc ne m'en voulez pas. Je me suis ennuyé, je l'ai esquivé parce que j'ai pas envie de baiser mon visage pour la suite. Tony l'a emporté, c'est le bon résultat. Passons. Et on y arrive. Will Ospreay contre Konosuke Takeshita. Je rappelle le contexte. La EW, comme j'ai dit il y a plusieurs fois dans ce show, la EW est dans une situation de crise selon moi. Une crise de roster. On manque de stars. Et il y a surtout un manque crucial de star power de face. On manque de babyface fort. On n'a pas de LA Knight, on n'a pas de Cody Rhodes, on n'a pas de Seth Rollins, on n'a pas de Randy Orton, on n'a pas tout ça. On n'a pas tous ces gens. On n'a pas de CM Punk, on n'a plus tous ces gens. On a un manque crucial de babyface over, extrêmement fort. On a un Swerve Strickland qui est de plus en plus over et qui plaît à la foule, mais qui lui-même, on le verra plus tard, va à sa hype un petit peu amoindrie quant au booking. Et là, vient pour moi une sorte de messie, une sorte de promesse, une sorte d'espoir. Will Ospreay. Quand je vois Will Ospreay qui arrive, je vois que c'est déjà une star auprès de la foule. Les gens aiment beaucoup Will Ospreay. Il est félicité de toutes parts par Dave Meltzer, qui est un peu le messie chez les fans de la EW, les 5 stars, tout ça, ils adorent. Mais je vois surtout, en plus de ça, je vois une personnalité en Will Ospreay. La promo qu'il a fait la semaine dernière face à Takeshita, je vois une personnalité. Je vois quelqu'un de différent. Je vois du charisme. Et je me dis, ils l'ont. Ils ont le babyface. Maintenant qu'ils l'ont, va falloir le booker correctement, va falloir l'élever, va falloir faire de Will Ospreay une star. Ce n'est pas une star. C'est une star auprès des fans de niche, d'une clientèle de niche, mais c'est pas une star mondialement connue. Et on va faire en sorte que ce mec soit beaucoup plus connu que ce qu'il l'était. Il faut builder ce mec, maintenant. C'est ça l'objectif quand je vois Will Ospreay. Et quand il affronte Takeshita, je me dis le booking est superbe. Will Ospreay est un babyface over, les gens vont beaucoup aimer, et Takeshita est un heel over. Les gens n'aiment pas Takeshita, il est avec Don Callis et c'est un excellent lutteur. On a 2 excellents lutteurs qui en plus campent 2 rôles qu'ils maîtrisent, un bon face et un bon heel. Ça va être le match de la soirée, c'est ce que je m'attends. Et la putain de Sarah, ils ont tout gâché. C'est pas une blague, j'en revenais pas. Oui, c'était un des pires matchs de la soirée. Je déconne pas. Alors, je ne parle pas des matchs que je skippais, donc je mets hors concours, je mets Tony Storm, le match féminin, et je mets hors concours le match 8-man tag. En mettant hors concours ces matchs-là, c'est sincèrement, je pense, le pire match de la soirée. Et j'en revenais pas. Ils ont tout gâché, ces connards. Ces trous de balles. Ne commencez pas à vous enrager avant d'écrire votre commentaire haineux, je vais argumenter, ne vous inquiétez pas. La EW, comme je le dis, le contexte c'est qu'elle a besoin d'un top star face. Elle a besoin d'une star. Elle n'a pas besoin d'un nouveau gars qui va faire du catch indie. C'est la dernière chose dont elle a besoin. Ils ont déjà tous les catcheurs indie du business. Kenny Omega fait du indie, Léon Bucks font de l'indie, tous les petits mid-carders face font de l'indie, ils font tous de l'indie. Et ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'un gars qui va pouvoir faire des chiffres. Ils ont besoin d'une star. Et là, il y a la promesse d'une star chez Will Ospreay. Et vous savez quoi ? Le début du match, ça commence extrêmement bien. Je me dis au début du match, ils ont absolument tout compris. D'une part, l'entrée d'Ospreay. Quand Ospreay rentre, la tenue, la musique, la réponse de la foule, les jeux de lumière, putain, je me dis, ok, ce mec est important, ils en font quelqu'un d'important. L'entrée, elle est superbe. Là, je vois un face-over. On est loin de l'entrée de Cody Rhodes, mais on sent l'envie de s'en rapprocher. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une sorte de lien assez facile qui se fait entre les deux. Et ensuite, Takeshita. Takeshita, pareil, entrée de heel parfaite. Takeshita se fait huer. Ospreay se fait acclamer. Le match commence. Et ça commence pas comme un match indie. Takeshita, il martyrise Will Ospreay avec des offenses extrêmement basiques. Je te rétame au sol avec des coups de poing, je te rétame au sol avec des coups de poing et je t'empêche de briller, Will Ospreay. Et il se fait huer en 2 secondes.
il fait son travail de hit, il s'accoude aux cordes, et la foule le hue parce qu'il fait rien de spectaculaire et parce que Will Ospreay ne peut pas briller face à ça. La hit est facile et on commence à builder le comeback. On build le comeback et je me dis, ok, let's go, ils comprennent tout. Will Ospreay va faire un putain de comeback. Ospreay continue à vendre, on build le comeback, tout est super. Et viennent les premiers comebacks d'Ospreay. Et c'est mou. C'est mou. Et j'en revenais pas que ce soit mou. Des petites chopes, des petits enziguri, mais y a rien de fou. En fait, la foule, elle se soulève pas. La foule, elle va faire oh, oh, mais elle se soulève pas sur le comeback. Y a pas la rage, y a pas les yeux enflammés, y a pas le. Genre vraiment, le premier comeback, il se lève et il fait un chop, quoi. J'étais en mode, mais. Tout ce que t'as, quoi, c'est. Là, faut que tu sortes le grand jeu, en fait. C'est le moment où tu dois sortir le grand jeu, Will Ospreay. Montrer que tu vas pouvoir assumer cette position, en fait. Alors évidemment, tout son arsenal, je le vois plus tard dans le match. Bien sûr, plus tard dans le match, les autres comebacks vont être un peu mieux. Je vais voir l'arsenal, je vais voir l'explosivité, je vais voir tout ça. Je vais voir que le mec a tout le potentiel du monde. Il a de super prises, il peut avoir de bonne explosivité. Je me dis qu'il a moyen de faire de meilleurs comebacks. Et après, des passages hyper chelous aussi. Il y a Takeshita à un moment qui va se prendre un close line lunaire d'Ospreay qui va le vendre comme pas possible. Genre vraiment, il est paralysé, il tremble des doigts, etc. On dirait qu'il peut plus bouger. Et je me dis, oh putain, la vache, le match prend une tournure intéressante. Et là, Will Ospreay, il va commencer à agir un peu comme un heel, il va commencer à se rapprocher de Takeshita, il va commencer à le piétiner. Alors que ce dernier, dans le kayfabe, est potentiellement blessé gravement. Et je me dis, mais non, t'as pas besoin de faire ça. Takeshita, t'as rien fait, c'est pas un gros rival, c'est un membre de ta faction. Pourquoi tu le piétinerais par terre alors que le mec est potentiellement en danger crucial là, tu vas potentiellement blessé pour sa carrière dans le kayfabe, et Will Ospreay qu'on a envie de voir en tant que face over est en train de piétiner ce mec. Non putain, non Will Ospreay, non fais-toi avoir putain. Ce qu'il aurait dû faire encore une fois, c'est soit ne rien faire, un peu être inquiet sans pour autant aider Takeshita, mais rester dans son coin tranquille et être en mode prendre du recul, en mode ouais un petit peu inquiet, soit être encore plus face, un peu naïf, aller aider Takeshita en mode oh putain il va vraiment pas bien. Et là Takeshita le trahit, lui fait une prise à la con, un move de heal et la foule une nouveau et on est reparti. Et là Will Ospreay aurait une raison de sortir le gros jeu face à Takeshita. On s'est foutu de sa gueule, bah il va se venger. Et là ils ont fait le pire choix possible. Il a agi comme un heal, il a piétiné un mec qui était potentiellement blessé, gravement. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un putain de face-over. Mais tout cela, c'est que des détails. Et c'est pas très grave. Je me dis, bon, c'est des petits calibrages à faire et ils font un match un peu indie, un peu dommage, mais c'est pas grave. Il y a toujours l'espoir. Quand vient la fin du match, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Will Ospreay n'est pas venu pour sauver la compagnie, il est venu pour faire sa merde. La fin du match, c'est de la merde indie. Mais comme j'en ai rarement vu, enfin si j'en ai vu souvent à la EW, mais on est dans le même schéma de figure. Et c'est pas ce dont on a besoin. Vient la fin du match, les séries de finishers, les moves extrêmement dangereux. On a ce move sur la troisième corde où j'ai vraiment cru que Will Ospreay allait se buter, quoi. Il se prend un... Je sais même pas comment j'appelle ça, une sorte de suplex chelou. Il va se prendre la nuque, la nuque sur le sol. Takeshita, le nombre de fois il tombe sur la nuque dans ce putain de match. Le nombre de fois où Takeshita va tomber sur la nuque dans ce putain de match. Et le problème c'est pas de faire les moves, le problème c'est de no-sell les moves. Série de finishers, de styles clash, de moves extrêmement dangereux qui s'enchaînent et aucun des deux ne les vend. Will Ospreay se mange je ne sais pas combien de finishers et se relève et fait ah comme ça. On kick out à 1, Takeshita kick out à 1, un putain de finisher et je me dis mais allez nique ta race, c'est bon, on y est, c'est de la merde. De la merde indie. C'est pas de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin que les catcheurs no-sell, on n'a pas besoin de voir des catcheurs faire des merdes indie encore une fois. Ils sont extrêmement bons tous les deux. Qui servent le business, pas qui l'enterrent, putain. Pas qui participent à ce sabotage, cet auto-sabotage. Vous savez ce que c'est le pire, c'est que quand Takeshita a kick-out à 1, la foule... Elle était comme pas possible, elle était oh mon dieu, mais quel match, this is wrestling, this is awesome, fight forever, etc. C'est ça qu'il leur faut à ces fans. Ces fans qui font un bon match de catch pour eux, c'est quand les catcheurs kick out à 1. Bah moi aussi je peux le faire, hein. Tout le monde peut le faire. C'est pas ça qui fait un grand match.
des kick-outs abusés, exagérés, sur des choses qui devraient être protégées. On a besoin de construire une star. On n'a pas besoin d'un catcheur indie supplémentaire qui va faire des spots de ouf et qui va kick-out à 1, qui va enterrer le business. On n'a pas besoin d'appuyer sur la blessure de l'AEW. L'AEW là, elle est trouée de partout. On l'a mitraillée, l'AEW. On a besoin qu'on pense ses blessures, on n'a pas besoin qu'on appuie dessus comme ça là. Il faut la sauver et ils font l'exact inverse avec les 2 putains de meilleurs talents du roster. C'était un match extrêmement décevant. Ospreay m'a véritablement déçu. Et c'est pas de cet Ospreay là dont la compagnie a besoin. Point barre. Parlons du main event. J'aime pas si je dis le résultat. Will Ospreay l'emporte. Évidemment, c'est le bon résultat. Mais ouais, nique quoi. Le main event. Samoa Joe contre Swerve Strickland contre Adam Page pour le World Heavyweight Championship. C'est pas le main event, excusez-moi, le main event c'était Sting, mais c'est dernière chose dont on va parler. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pour ça que ça valait pas le coup de faire un triple threat. Pareil, si vous n'avez pas suivi, je vais faire assez vite pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos et qui savent pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, pourquoi c'est décevant. Ce match n'aurait jamais dû être un triple threat à la base. Parce que, encore une fois, le problème n'est pas de faire un triple threat. Le problème est de faire un triple threat au plus mauvais moment. Je le redis. Mais la AEW a besoin de babyface forts. Comment on crée des stars? Comment on crée des babyface forts stars? Comment on fait cela? Pour faire cela, il faut créer des rivalités fortes. C'est par le biais de rivalités que les catcheurs peuvent sortir over et peuvent devenir des stars. C'est par les promos, c'est par le build-up des rivalités, par comment un face va se comporter auprès de la foule, les segments qui vont avoir lieu et le match climax qu'il va avoir, que les faces peuvent sortir over et peuvent devenir des stars via ces rivalités. Et les meilleures rivalités sont les rivalités 1 versus 1. Pourquoi? Parce que dans toutes les histoires au monde, des rivalités 1 versus 1 sont beaucoup plus simples pour le public à appréhender. Pourquoi? On a un protagoniste, un antagoniste, un enjeu simple, une personne derrière laquelle se ranger et une personne pour laquelle on peut, une personne qu'on peut détester. Bref, c'est extrêmement simple de rendre over un face sur des rivalités 1 versus 1. C'est beaucoup plus dur de le faire sur des rivalités à 3, parce qu'à 3 on a un personnage en plus, on a des interactions en plus, on commence à avoir des nuances de gris, parce que le face n'est pas tout blanc et que le heel n'est pas tout noir, et ça encore une fois c'est intéressant, je dis pas que c'est à jeter, mais ce sont des choses qu'il faut utiliser au bon moment. Une fois que les personnages sont suffisamment compris, que les enjeux aussi sont suffisamment compris, que les gens, que les stars, que les personnes concernées sont des stars et sont importantes du public, on peut se permettre de faire des triple threats parce que, encore une fois, les nuances de gris peuvent intervenir une fois que les nuances de blanc ont été complètement comprises. Vous voyez ce que je veux dire? L'AEW a besoin de stars, elle n'en a pas. Donc on est au stade initial. Swerve, ce catcheur, est adoré par la foule. Et moi aussi j'aime beaucoup Swerve. Il a cette aura. Vous voyez l'aura que Garcia n'a pas. La petite aura que je dis, le truc qui manque. Swerve, il l'a. Il a ce truc qui le rend un peu unique. Il a ce truc qui donne envie de l'encourager. La EW tient un petit joyau qu'il faut polir maintenant, qu'il faut builder. Ce n'est pas une star, il faut qu'il devienne une star. Il sort d'une rivalité contre Adam Page, une rivalité que je n'ai pas forcément appréciée, surtout pour ses matchs, mais qui a eu le mérite de rendre Swerve Strickland over. Parce que rivalité 1 versus 1. Vous voyez, Swerve Strickland est devenu over grâce à sa rivalité face à Adam Page. C'est un fait. Ça marche, ce genre de choses. Et je parle même pas de MJF et CM Punk. Rappelez-vous, MJF est devenu tellement over après sa rivalité contre CM Punk. C'est normal, des rivalités bien construites rendent les gens over. C'est un fait. Donc, Swerve a été rendu over. Et maintenant, les gens ont envie de le voir affronter Samoa Joe, le grand champion de la compagnie. L'histoire, elle peut s'écrire toute seule. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette histoire. Mais Swerve n'est pas encore une star. Et une rivalité forte contre Samoa Joe, une rivalité sur le long terme, pourquoi pas sur plusieurs pay-per-view, ça peut vraiment le servir. Et Samoa Joe, quant à lui, est tout juste champion. Il n'a pas encore eu une défense de titre dans un pay-per-view. Ça va être sa première défense et il a besoin de s'établir comme un champion dominant. Et on jette le triple threat à ce moment-là. Et ce n'est pas une bonne décision. Joe n'est pas encore
n'est pas encore 100% antagoniste, son personnage qui est totalement sombre n'est pas encore compris auprès de la foule, et sur Strickland n'est pas encore 100% blanc. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de les construire un petit peu plus. Et on balance déjà les nuances de gris, on balance déjà Adam Page là-dedans. C'est pas le bon moment. Ce match, je dis pas qu'il devrait jamais avoir lieu, je dis qu'il aurait dû avoir lieu plus tard, beaucoup plus tard. Et donc ce qu'on a, c'est des gens qui ne sont pas encore hyper over auprès de la foule, pas à 100% over, qui ont besoin d'avoir encore plus de tension entre eux, qui sont jetés dans la gueule du loup, et qui du coup vont faire un triple threat qui est certes très sympathique. Il n'y a pas de problème, ils font du bon boulot, ce sont des bons lutteurs. Mais je ne sens pas que la foule est galvanisée autour de Swerve Strickland. Je ne le sens pas à ce point. La foule encourage aussi Joe. La seule personne qui s'en sort, c'est Adam Page, qui lui est unanimement hué. Parce qu'il va faire des dingueries, on va en reparler après, mais il va faire des dingueries. Mais je pense sincèrement que Joe aurait pu profiter de plus de hits face à un Swerve Strickland qui aurait pu avoir aussi plus de hype, mériter plus de hype. Et il l'aurait eu. Si on aurait eu Swerve contre Joe, Swerve aurait été beaucoup plus acclamé et Joe aurait été beaucoup plus hué. C'est un fait, c'est sûr et certain. Et que Swerve l'emporte, que Swerve perde, ce n'est pas grave. La rivalité aurait duré. Peut-être que Adam Page aurait coûté la victoire à Swerve Strickland. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, en fait, il y a plein de moyens de faire en sorte que Swerve soit beaucoup plus mis over et qu'on perde pas du coup du temps face à ce match. Encore une fois, match pas mauvais, lutteur bon, mais on n'est pas investi. Je ne suis pas investi dans ce match et je trouve ça dommage parce que j'aurais adoré être investi pour ce match. J'aurais adoré avoir véritablement envie d'encourager Swerve. J'aurais adoré huer Joe. J'aurais adoré que tout le monde brille en fait. Et c'est pas le cas. Joe fait de la figuration parce que c'est le World Heavyweight Champion et que la tension principale ne le concerne pas. La tension principale concerne Swerve et Adam Page, c'est sur eux que la caméra se fixe. Joe fait de la figuration et c'est le putain de World Heavyweight Champion, c'est lui l'enjeu principal et on se fout de sa gueule. Ce match a surtout servi Adam Page qui va amplifier son personnage de heel, il a eu beaucoup de hits, tellement il est stupidement méchant. C'est abusé. Le mec va à plusieurs reprises empêcher Swerve de remporter le match en écartant l'arbitre. À un moment, il va vraiment frapper l'arbitre, enfin le pousser, et après il va se mettre à malmener l'arbitre de coups. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Honnêtement, dans le kayfabe, ils ont intérêt à justifier que les Young Bucks ils aident Adam Page à pas se faire enterrer, parce que là, on a une agression volontaire d'un face sur un arbitre, d'un catcheur sur un arbitre, un officiel de la compagnie. Ils ont intérêt à justifier ça par, d'une part, pourquoi pas, une amende de Adam Page, et d'autre part aussi, le fait que les EVPs, les vice-présidents, le sauvent, quoi. Ils sont en train de le sauver. Ils ont intérêt à justifier parce que là, c'est quand même un peu abusé. Bien sûr que les ref bumps, ça existe. Bien sûr que les heels peuvent frapper les arbitres sans qu'ils le voient. Mais là, on a Adam Page qui, droit dans les yeux, va se mettre à frapper l'arbitre, à le malmener de coups. C'est illégal. Et le mec peut se faire virer dans le kayfabe à tout instant, en fait. Donc, mais au moins, la hit, il prend de la hit. Au moins, il prend de la hit. Ce personnage est unanimement hué maintenant. Mais encore une fois, le problème, c'est que Adam Page, c'était la personne qui avait le moins besoin d'être aidée parmi les trois. J'ai déjà dit, mais Joe a besoin de s'établir en tant que heel champion dominant. Et Swerve a besoin de s'établir comme un babyface qu'on a vraiment envie d'encourager. Adam Page, certes, son personnage de heel est intéressant, mais c'est pas celui qu'on avait le plus besoin d'aider. Et c'est sur lui que que c'est celui qui a pris toute la visibilité, en fait, ce match. Et c'était pas lui qui aurait dû la prendre. Bref, Joe finit par remporter le match avec un slipper sur Adam Page. C'est le bon résultat, c'est la bonne personne qui fait sombrer la bonne personne aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que Swerve doit avoir son match contre Samoa Joe en 1 versus 1. Il faut arriver à ce stade-là, il faut que la rivalité s'installe. On n'a pas eu de rivalité entre Swerve et Joe. On n'a pas eu cette rivalité et on doit l'avoir. Donc pour l'avoir, maintenant, il faut
qu'il faut de nouveau donner des adversaires à Swerve, faut qu'il se remette sur le devant de la scène, faut recontinuer ses matchs en 1 versus 1 pour monter sur la carte, pour remériter un match championnat, et pour remettre over sur Strickland, et une fois cela arrivé, il faut un mois de storyline avec Samoa Joe, alors le pay-per-view, où on build une rivalité en 1 versus 1, et encore une fois, qui gagne, qui perd, ce n'est pas grave, il faut construire Swerve, il faut faire de lui une star. Utiliser des rivalités avec lesquelles il peut sortir over. Si jamais il affronte pas Samoa Joe, c'est pas grave, on lui donne un heel fort, avec une rivalité forte avec lequel il peut sortir over. Pas Adam Page, on a déjà un peu trop vu ça. Un autre heel sur lequel Swerve Strickland peut battre et peut sortir over. Sinon, tout ce booking qu'on a eu jusque-là, ça aurait été une perte de temps. Si Swerve Strickland à Double or Nothing a un programme décevant, tout ce qui a été fait pour Revolution aurait été une perte de temps. C'est possible que ça arrive. Bref, c'est tout pour Revolution. J'ai beaucoup trop parlé, je suis crevé. Encore une fois, c'était un show très spécial qu'on retiendra pour la retraite de Sting. C'est un show qui contenait des bons matchs, mais comme on remarque encore une fois, c'est que j'ai un truc que je dis plusieurs fois, la WWE n'a pas besoin de bons matchs. Elle sait faire des bons matchs. Ce qu'elle a besoin, c'est créer des stars. C'est encore une fois tout le problème, c'est de ça dont elle a besoin, et c'est sur ça qu'elle devrait se axer maintenant, créer des stars. Et moi ce que je vais faire avec ce podcast, c'est de montrer des possibilités, des choses que pourrait faire la compagnie pour créer des stars. Des marges de progression, tout simplement, c'est ce que j'essaie de faire. Et oui, des fois je suis un peu violent, j'ai des propos, j'y vais pas de main morte, disons, pour le divertissement quelque part, et parce que aussi je suis frustré de voir tout le potentiel à chaque fois de la compagnie qui malheureusement est mise à bas par des conneries. Encore une fois, rappelez-vous de FTR contre le BCC, 3 gros soucis qui enterrent ce match qui aurait pu être très bon mais qui est dégommé pour des choses connes, des choses si connes qui peuvent être réglées en un claquement de doigts, quoi. C'est Ospreay Takeshita, putain, tout le potentiel de banger de ce match qui est niqué parce qu'ils font de la merde indie. Comme d'hab. C'est pas de la merde. Mais c'est dommage. C'est dommage. En continuant cette voie-là, il n'y aura jamais de compétition ou de volonté de faire mieux que ce qui est proposé de base. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça naze en tant que compagnie de ne pas vouloir s'améliorer. Surtout qu'il y avait cette volonté il y a quelques années. Il y avait cette volonté de s'améliorer. Il y avait une marge de progression chez la AEW qui était visible. Et là, on est redescendu. Depuis qu'on est redescendu, on ne remonte plus du tout. Et selon Tony Khan, ils viennent de faire le greatest pay-per-view of all time. S'il veut se morfondre dans son déni, qu'il le fasse. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.